commencer par un corpus bien identifié, on va dire, plutôt sur la première partie du siècle, du XVIe, de textes académiques, qui s'inscrivent dans les codes rhétoriques académiques, dans les codes de la disputatio, de cette discussion héritée médiévale, théologique médiévale. Et vous allez voir, je vais vous montrer certains exemples, certains enchaînements de textes tiennent justement, sont des textes qui sont autour d'un système de disputatio. On va voir une série. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, que je ne vais pas... on va travailler sur le texte du XVIe, parce que bon, là, vous avez compris que c'est mon champ de compétence. Mais notamment pour ce qu'on verra dans les textes, certains types d'expressions. Les expressions, justement, qu'on verra dans les textes d'Étienne après, c'est des expressions qui perdurent, justement, comme signature aussi, éventuellement, du texte protestant, au-delà du XVIe siècle. Donc, il y a toute une littérature, justement, réformée, après, qui continue d'employer ce texte. Alors, ce que je vous présente là, je vais vous mettre en gros. C'est donc un bloc de texte. Vous voyez, ça commence en 1525, ça finit en 32. Qui illustre en fait tout un débat entre la faculté de théologie de Paris et Erasme. Et l'idée, c'est de comprendre dans les titres comment les textes se situent. Par les titres, comment les textes se situent. Le point de départ que je ne vous ai pas mis là, c'est la paraphrase au psaume, écrite par Erasme, qui a commencé par être justement censurée par la faculté de théologie. Alors, un petit point formel, la faculté de théologie de Paris, quand elle produit des censures, en fait, elle produit un texte à usage interne, c'est-à-dire qu'elle étudie et elle annote le texte un tel. Ça finit assez souvent par une espèce de phrase magique Alex sententia heretica est. Bon, il n'y a pas besoin de grosse traduction. Et une fois qu'on a dit ça, j'allais dire point quoi. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est une parole performative, d'autorité, qui n'a pas besoin de se justifier. Il n'y a pas les justifications, les motivations, si vous voulez, du décret, justement, les motivations de la censure, sont généralement des textes qui restent intramuros, à l'intérieur de la faculté. On ne signifie à celui qui est concerné que le fait qu'il est hérétique et point, quoi. Ça suffit, puisque en tant qu'autorité théologique, les docteurs de Sorbonne n'ont pas à motiver à quelqu'un d'autre, c'est une notion moderne, ça d'avoir à expliquer à quelqu'un sa sentence, ils n'ont pas effectivement à motiver pourquoi c'est hérétique, puisque c'est eux qui savent pourquoi c'est hérétique, et donc du moment qu'ils le décrètent, ça le devient automatiquement, c'est le principe de la parole performative immédiatement. Donc il n'y a pas besoin effectivement, qui plus est, du moment que vous déclarez quelque chose d'hérétique ou quelqu'un d'hérétique, automatiquement vous le sortez de l'Église. Vous le sortez de l'Église, oui. Et la faculté de théologie n'a pas non plus à s'expliquer à quelqu'un qui est en dehors. Elle n'a aucune raison d'aller effectivement produire et expliquer son idée à quelqu'un qui est hors de l'Église. Donc, ces censures, si vous voulez, par exemple sur les paraphrases des phrases, sont normalement pas, c'est pas quelque chose qui se publie. Je vais dire publié à tous les sens du terme, c'est-à-dire au premier sens rendre au public autant que imprimé. Par contre, avec justement la diffusion de l'imprimerie dans les années là, justement 1500, il y a une sorte de pression qui veut que effectivement on rende les choses publiques, enfin, on ne peut plus fonctionner comme dans le monde ancien.
où chacun garde ses, voilà, ses notions pour lui. Bon, et qui plus est, il ne faut pas oublier dans ce débat-là que Erasme est un clerc, lui-même. Et donc, il n'a jamais abjuré le catholicisme. Donc c'est quelqu'un qui va rester, toujours, à l'intérieur. Ça va rester un débat, malgré tout, entre clercs. Ce qui va être différent d'autres cas que je vais faire ensuite, mais là, on en est dans un débat entre clercs. Alors, à la suite donc, de la censure des paraphrases des psaumes, un des anciens docteurs de Sorbonne, qui ne l'est plus au moment où il le fait, et c'est justement parce qu'il ne l'est plus à ce moment-là, va effectivement, qui s'appelle donc Pierre Couturier, va prendre la décision, en fait, justement, de publier ces censures, enfin, ce qui ne va pas dans les textes d'Erasme. Et ça, c'est le premier texte que vous avez. Alors, si vous regardez le titre, De Tralatione Biblicae et Novarum Reprobatione Interpretationum. Donc, c'est un texte sur, alors sinon je vous écoute pour la traduction du titre, De Tralatione Biblicae. Alors, ce sont des remarques donc, sur la traduction de la Bible et sur la condamnation des interprétations nouvelles. Oui, et alors là, donc, c'est à propos de la réprobation des interprétations nouvelles. Dans ce genre de texte, alors tralationner, ok, ça veut dire traduction, c'est ça, mais dans ce genre de texte, il faut justement s'arrêter sur certains mots, parce qu'on est dans des sens qui ne sont pas le sens courant, enfin, le sens commun, en fait. Notamment pour la réprobation. La réprobation, c'est quoi le sens étymologique, en fait? C'est ré et probaré. Justifier, prouver avec... Voilà, on va prouver, non seulement dessus, mais on va prouver justement le contraire. Voilà, c'est prouver à l'envers. Donc ce qu'il va faire, c'est bon, et alors évidemment ça devient de la réprobation au sens commun du terme, si vous voulez. Il réprouve, bien sûr qu'il réprouve le truc, mais ce qu'il veut faire, c'est de justement revenir, c'est-à-dire qu'il va prouver effectivement à l'envers les nouvelles interprétations. Alors là c'est au sens vraiment de l'interprétation, ce n'est pas du tout au sens de la traduction, c'est au sens des commentaires qu'Erasme a mis justement autour du texte sacré. Après cette publication, vous voyez juste après, c'est la même année, Erasme va répondre. Alors, Erasme, justement, comme je vous dis, c'est un clerc, donc lui, il répond dans un texte qui s'appelle Adversus Petri Suturis Condam Theologi Sorbonici Nunc Monaci Cartusiani Debacationem Apologia. Alors, son texte, c'est donc quoi? Allez-y, je vous écoute. Contre Pierre, blablabla, jadis théologien de la Sorbonne, mais maintenant un moine cartousianique. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors c'est un moine cartousianus, chartreux. Ah oui. Et la débacatio. Débacatio. Alors, allez voir le dernier mot quand même, parce que le titre il est là. Voilà, c'est une apologie. Apologia. C'est une apologia contre la débacatio. Ah oui, d'accord. Oui, c'est toute une phrase, enfin tout un bloc. C'est une apologie contre la débacatio de, alors, Petri Suturis. Pierre Couturier, voilà, Soutor, voilà, c'est la transposition de son nom en latin. Donc contre la débacatio de Pierre Couturier, qui a été théologien de Sorbonne et qui maintenant est moine chartreux. Alors, la débacatio, essayez d'imaginer. Alors, c'est un terme du latin médiéval. C'est un terme du latin. C'est pas un néologisme, c'est vraiment un terme du latin d'église médiévale. Essayez d'imaginer ce que c'est. Est-ce que c'est une insulte qui a à voir avec Bacchus? Alors, ça a à voir avec Bacchus, oui, tout à fait. Celui qui ivrogne tout le temps, qui passe son temps. Alors, c'est pas de l'ivrognerie. Enfin, je sais pas.
C'est la folie. C'est ça, c'est la folie basique. Alors, ça peut être bien la folie basique quand c'est vu comme. Bon, mais là, non, c'est la débacatio, c'est le fait effectivement de tourner fou. Bon. Et en plus, au Moyen-Âge, enfin dans les textes médiévaux, c'est quelque chose qui provoquait, alors non pas par Bacchus, parce qu'effectivement on oublie, enfin on finit par oublier quelle est l'étymologie, mais qui est provoqué par le diable. C'est le diable qui fait débaccarer, qui vous rend fou. Voilà. Donc il se. Voilà, apologia, c'est une défense d'apologie contre les délires, on va dire, c'est quelque chose comme délire, les délires de Pierre Couturier. Réponse de Pierre Couturier, comme vous voyez juste après, 1526, ça recommence. Adversus insanam Erasmi apologia, Petris utoris antapologia. Donc là, on n'a plus une apologie, mais une contre-apologie de Pierre Couturier contre donc l'apologie insanam. Oui, folle. L'apologie idiote, folle, sans raison, d'Erasme. Alors, il ne faut pas s'étonner, c'est pas pour rien ça. J'allais dire, ces gens-là sont capables de s'insulter, j'allais dire, comme on n'oserait absolument plus le faire de nos jours, dans notre monde ascétisé. Et en plus, par exemple là, c'est sur de la controverse religieuse, mais il y a des polémiques dans la Renaissance italienne de la fin du XVe. Il y a des polémiques à propos de questions de grammaire latine, où les profs, j'allais dire, ou les collègues, s'insultent entre eux avec des noms, mais de plus que d'oiseaux. Voilà, c'est vraiment. Alors, c'est une pratique rhétorique, certes, mais enfin, quand même. Alors, à partir de là, Couturier sort du paysage. Et celui qui reprend la main, c'est Noël Beda. Noël Beda qui est quand même connu comme l'archétype du docteur de Sorbonne, avec des œillères. Alors encore que c'est un personnage intéressant, il y a eu dans la collection des belles lettres sur la collection bleue sur les biographies et du pareil historique là, sur la Renaissance, il y a eu une biographie de Beda. Et en fait, c'est un personnage, certes, totalement réactionnaire au sens étymologique du terme, mais malgré tout, effectivement, intéressant. Plus intéressant que la caricature que beaucoup de ses adversaires en ont fait. Alors, Beda reprend la main et il va publier ses annotations, justement. Il va faire publier. Alors là, il est docteur de Sorbonne, et donc il accepte de faire publier. Mais justement, vous allez voir la formulation. Donc ça s'appelle Annotationum in Jacobum Fabrum Stapulenses Liquiduo, et in desiderium Erasmum Ponterodianum Liberumus. Donc qu'est-ce qu'il publie en fait? Ouais. Alors d'abord. Voilà, 2 livres d'annotation. Il y a un Annotationum Liquiduo. In Jacobum Fabrum Stapulenses, donc Jacques Lefebvre d'État, c'est la latinisation de son nom, et ensuite un livre contre Erasme de Rotterdam. Alors, il faut bien remarquer qu'il dit bien annotationes, il ne dit pas quinsuras. C'est-à-dire que là, ce qu'il publie, c'est pas uniquement en tant que docteur de Sorbonne, c'est pas dans sa fonction, si vous voulez, de théologien de Sorbonne, en quelque sorte c'est dans sa fonction d'intellectuel, on va dire, de docteur. Donc il publie des annotations, et pas justement, mais par contre ce sont des annotations, et c'est bien in plus accusatif, c'est-à-dire que c'est des annotations contre. Ça donne tout de suite le ton, c'est des annotations contre. L'épisode suivant,
C'est une forme tout tenable. Bon. Ça vaut Dallas. C'est Erasme qui se défend dans un petit ensemble de textes. Et donc lui, il commence par quelque chose qui s'appelle Prologus in supputationem calumniarum Bedae. C'est-à-dire un prologue contre une supputation. Alors, contre la supputation de calomnie de Bade. Bon. Alors, c'est intéressant là aussi, puisque lui aussi il utilise un autre mot, la supputation, la supputation. Et en fait, contre quoi il se... C'est quoi cette supputation exactement en fait? Oui, c'est Puto, mais c'est supputare. Not so favorable. Oui, mais... C'est l'hypothèse de Beda. Beda Alors, se trompe en précisant. Bien sûr, il est en train de dire effectivement qu'il fait un prologue contre les sous-pensées, c'est-à-dire en fait les sous-entendus, si vous voulez, les ce qu'il y a derrière en fait, les calomnies de Bade. La supputatio, c'est l'arrière-pensée, les arrière-pensées en fait en quelque sorte, des calomnies de Bade. Et il complète par un elenchus in cansoras natalis Bedae. Elenchus, un terme technique à apprendre si vous ne connaissez pas, la liste. Donc la liste effectivement contre les censures de Bade. Alors là, l'elenchus in Bedae, ce qu'il fait, il reprend les annotations, le Libernus Annotationum, là, comporte effectivement, les chapitres sont, les trucs sont numérotés, les paragraphes sont numérotés. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend les numéros, 1, 2, 3, 4, 1, il reprend pas le texte de Bade, mais il reprend les numéros, et en face de chaque numéro, il met son commentaire. Mais vous voyez que lui, j'allais dire en quelque sorte, il explicite ce que Beda n'explicitait pas, c'est-à-dire lui il dit Elenchus in censuras. C'est-à-dire il traite les textes de Beda comme des censures. À ce stade-là, l'épisode suivant, c'est que c'est la faculté de théologie qui va publier un texte, donc dans les tout premiers textes publiés par la faculté de théologie en tant que texte, publié, imprimé, qui va publier un texte en son nom propre. Donc c'est plus simplement Beda en tant que lecteur ou intellectuel, mais c'est vraiment lui en son nom propre. Et donc ce texte s'appelle, on vous dit, Determinatio facultis theologicae in schola parisiensi, super concurrimus assertionibus desideri. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une détermination. Il faut comprendre le mot, quoi. Qu'est-ce que c'est une détermination? Bon, c'est le verbe déterminare, c'est le nom à partir du verbe déterminare. Déterminare, c'est que vous portez, c'est comme en français. Voilà, déterminer, mais qu'est-ce que ça veut dire déterminer? Alors, définir, délimiter. Vous avez l'idée que vous avez les terminus, donc des barrières, des frontières. Donc, une déterminatio, c'est un texte qui va fixer. Fin de l'histoire. Voilà, alors, normalement, doit être le fin de l'histoire. Puisque c'est un texte qui va fixer. C'est le texte qui va donner, qui va fixer effectivement ce qu'il faut penser, quoi. Alors, c'est donc la détermination, enfin la définition. C'est très. Alors là, franchement, c'est quand je vous dis pourquoi, vous comprenez peut-être pourquoi. À un moment, quand j'ai compris, ça m'embête, je me fatiguais à trouver comment traduire. Alors, vous savez, déterminatio, vous avez compris ce que ça veut dire. Comment on traduit? Pour rendre l'idée que c'est, le texte, moi je n'ai pas de réponse à la question. C'est une question que je me pose, s'il y en a un qui a une idée géniale, c'est très bien. Si on veut vraiment traduire, en fait, de rendre un mot pour un mot, quoi. Comment vous traduisez déterminatio, c'est-à-dire quel mot français trouver
qui permet... Parce que si vous dites détermination, j'allais dire oui, mais quoi, enfin personne ne comprendra vraiment ce que ça veut dire. Bon, il faudrait trouver un mot qui puisse dire que ça fixe, voilà, que normalement... Ben oui, c'est un peu ça en fait. Un rappel à l'ordre. Oui, c'est un rappel à l'ordre, mais vous voyez, vous êtes... Mais c'est pas qu'un rappel à l'ordre. Mais vous étiez déjà dans une périphrase. Vous êtes déjà dans une périphrase. Oui. Bon. Bah, je sais pas, donc écoutez, je vous laisse ça en débat jusqu'à... Alors c'est une décision, mais dans décision, vous n'avez pas le côté... Enfin voilà, bon. Vous comprenez pourquoi j'aime bien traduire pour comprendre, puis après je m'arrête. Donc c'est on va dire la détermination, c'est un vite, de la faculté de théologie donc, de Paris, et elle porte donc super compromis les affirmations. Voilà, sur de très nombreuses assertionibus d'Erasme. Alors deux choses là dans la formulation, assertion. C'est important qu'ils disent que ce sont des assertiones. C'est-à-dire, c'est comme assertion en français en fait. C'est-à-dire qu'en fait ce sont justement, c'est traité comme, puisqu'on dit que ce sont des assertions. Des propos tenus, oui, mais une assertion. Mais pas démontrés justement. C'est-à-dire qu'une assertion, c'est justement une opinion. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de renvoyer ce texte, non pas, je vous rappelle, Erasme est un clerc, et on est dans une disputatio. Donc c'est de renvoyer ce texte au statut d'opinion. Et évidemment, ce qui est sous-poutaré là-dessous, c'est que c'est une opinion qui est évidemment fausse. Voilà. Et c'est de le renvoyer à une pensée individuelle, alors qu'au contraire, la détermination, le but de la détermination, c'est au contraire de fixer ce qui devrait être la pensée orthodoxe. Voilà. Du point de vue de la forme, souple, ça n'a choqué personne en disant. Vous avez tous compris que ça voulait dire sûr. Vous voyez, voilà. Non, c'est juste parce que c'est pas D, c'est super, parce qu'on trouve dans tous les textes médiévaux, et puis comme on dit en français, sûr. Voilà. C'est la formule des calques des langues vernaculaires qu'on trouve déjà dans les textes médiévaux. Bon. Et là, je vous dis, dans ces cas-là, c'est le genre de cas où moi, toujours pareil, moi j'ai des espèces de réflexes qui fait que j'ai toujours tendance à m'arrêter sur les trucs que je vais aller signaler. Bon, mais c'est comme ton réfléchi ce matin. Voilà. Mais sinon, vous voyez bien que ça ne vous arrête pas, quoi, en fait. Moi, je n'avais pas du tout compris. Non. J'ai rencontré cette forme-là. Non. Pas d'essayer du latin médiéval. Oui, mais même quand on n'a pas lu le latin médiéval, vous voyez, c'est. Enfin. C'est sûr, quoi. Voilà. Bon. Et il y a un épisode encore, après, puis après ça va s'arrêter là. Il y a un épisode encore. Erasme répond à la détermination par des declarationes desiderata ad censuras munitetiae vulgatas numine facultatis, etc. Et ça aussi c'est intéressant. Declarationes. Alors ce sont des déclarations, mais qu'est-ce que ça dit exactement? Là aussi il faut aller prendre l'étymologie du mot, le sens premier du mot en fait. Il s'agit des éclaircissements, c'est ça, des éclaircissements. C'est-à-dire il s'agit effectivement de revenir là-dessus. Lui aussi, en tant que clerc, il répond, mais ce qu'il veut, c'est simplement, il donne des éclaircissements. Hâte, à propos de des censures, donc, de la faculté des censures divulguées à Paris sous le nom de la faculté de théologie de Paris. Les déclarationnes, c'est le fait de vouloir justement éclairer, montrer, éclaircir sa position.
On lui a dit qu'il avait des assertiones, bon, et il veut éclairer sa position.